Le dadaïsme est un mouvement intellectuel et artistique apparu pour la première fois en Suisse, à Zurich, en 1916. Le nom de ce groupe a été trouvé au hasard en ouvrant un dictionnaire. Dada revendique l'indépendance des artistes. Leur révolte s'exprime par la destruction, l'humour, le scandale ou la violence. Ils revendiquent un art sans logique, allant à l'encontre de toutes les catégories de l'histoire de l'art. Tristan Tzara développe leurs idées en 1918. Il considère que la logique, le formalisme et le rationalisme sont à l'origine de la guerre. Devant l'absurdité de ce conflit mondial, ils croient en un art décalé et léger. Ils veulent faire table rase et recréer un monde nouveau, animé par une philosophie et un art dépassant toutes les limites. Le mouvement grandit très vite et s'étend en Allemagne puis dans toute l'Europe. Créant des revues, des galeries ou expositions temporaires, les artistes dada ont la volonté de répandre leurs idées le plus largement possible. Les créations dadaïstes sont marquées par la spontanéité. Ils exécutent des performances devant un public en explorant la part de hasard qu'amène l'art de performance, ainsi que l'utilisation de nouvelles techniques jusque-là peu utilisées, comme le collage, le photomontage ou l'assemblage. Ils rejettent les conventions esthétiques anciennes et cherchent à remettre en cause la notion même d'œuvre d'art. Des artistes comme Francis Picabia ou Marcel Duchamp ont popularisé parfois en choquant le mouvement dada et influencé l'art de manière durable. Francis Picabia réalisa plusieurs œuvres dans le cadre du mouvement dada, dont L'œil cacodilate en 1921. Il s'agit d'une toile en haut de laquelle Picabia a écrit en lettres capitales rouges L'œil cacodilate. Il a dessiné un œil dans le tiers inférieur droit de la toile et a signé Francis Picabia, 1921, en bas à gauche. Picabia a ensuite demandé à ses amis de signer son œuvre. La toile est donc couverte de différentes signatures, annotations ou photographies, disposées au hasard ou suivant l'inspiration des participants à cette forme d'art collective. Marcel Duchamp est lui surtout connu pour ses ready-made. Utilisant des objets manufacturés, il crée les premiers ready-made dans une approche qui consiste à détourner des objets pour en faire des œuvres d'art. En 1913, il assemble une roue de bicyclette fixée par sa fourche sur un tabouret en bois peint, créant ainsi la première œuvre de ce type. Les objets deviennent œuvres d'art uniquement par le choix de l'artiste, leur mise en scène ou leur présentation. Le surréalisme naît de la séparation de plusieurs artistes de ce mouvement à Paris en 1924. Pourtant mené par le même esprit de révolte, il constate l'incapacité du dadaïsme à reconstruire des valeurs positives. Dominé par la personnalité d'André Breton, écrivain et essayiste, le surréalisme est d'abord tourné vers la littérature. Son terrain d'essai est une expérimentation du langage exercée sans contrôle, comme l'écriture automatique. Puis cet état d'esprit s'étend rapidement aux arts plastiques, à la photographie et au cinéma, par l'adhésion d'artistes venus de toute l'Europe et des États-Unis. Leur première exposition collective a lieu à Paris en 1925, puis le mouvement se diffuse à l'étranger pour atteindre une renommée internationale. La majeure partie des artistes du groupe s'exilant aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, le surréalisme a profondément inspiré l'art américain, comme Jackson Pollock et sa pratique de l'action painting, tandis que l'intérêt porté par les surréalistes au thème de l'objet annonce le pop art. Les artistes surréalistes mettent en œuvre la théorie de libération de l'esprit, en inventant des techniques visant à reproduire les mécanismes du rêve. Ils s'efforcent de réduire le rôle de la conscience et l'intervention de la volonté. En plus de la peinture ou de la photographie, les techniques artistiques et médiums utilisés par les artistes surréalistes sont très variées. Ils produisent des images oniriques en organisant la rencontre d'éléments disparates, parfois influencés par les théories de la psychanalyse. Le cadavre exquis est le plus célèbre des jeux surréalistes. Il consiste à composer des poèmes ou des dessins à plusieurs, chacun inscrivant un mot ou un motif sur une page pliée à l'insu des autres. Le procédé du collage est surtout employé par Max Ernst. Il assemble des images dans le but de provoquer des rencontres insolites. Le collage surréaliste suggère de nouvelles associations visuelles, poétiques et oniriques. Le frottage consiste à relever l'empreinte d'un matériau en frottant à la mine de plomb ou à l'aide de la peinture à l'huile
un papier posé sur celui-ci. Le grattage est une extension du frottage. Cette technique consiste à gratter des couches superposées de peinture de différentes couleurs afin de faire surgir des formes plus ou moins transparentes. Les artistes surréalistes conçoivent eux aussi des ready-made. Comme chez Duchamp, il s'agit d'assembler des objets déjà existants et de peu de valeur. Mais contrairement à lui, les surréalistes attendent du nouvel objet qu'il provoque une émotion au spectateur. Le procédé du rayographe a été inventé par Man Ray en 1922. Il s'agit de réaliser des photographies sans appareil, en plaçant des objets sur une plaque sensible que l'on expose à la lumière. Le surréalisme engendrera aussi des œuvres cinématographiques, dont la plus célèbre est Le Chien andalou, réalisé en 1929 par Luis Buñuel et Salvador Dalí. Sans structure narrative apparente, le film mêle le monde du rêve à la réalité, sans les différencier. Les scènes, parfois absurdes, s'y succèdent, avec un mince fil conducteur. Il laisse une large place à l'interprétation. Mais c'est grâce à la peinture que vont se diffuser majoritairement les œuvres surréalistes, avec des artistes comme Juan Miró, Magritte ou Salvador Dalí. En 1931, celui-ci signe une de ses plus célèbres toiles, La persistance de la mémoire. Étudions plus en détail ce tableau. Actuellement conservé au Musée d'art moderne de New York, La persistance de la mémoire, aussi appelée Les montres molles, est la représentation d'un monde onirique. La toile, qui ne mesure que 24 par 32 cm, montre une crique de Méditerranée, précédée d'une plage déserte où sont placées des montres métalliques, semblant fondre. Occupant le tiers supérieur de la toile et de haut en bas, le tableau représente un ciel crépusculaire dominant une plage de la Méditerranée. L'horizon marin, qui sert de point de fuite visuel, est le seul élément lumineux de la toile. La crique, les rochers et les falaises sont représentés à droite. Les deux tiers inférieurs de la toile sont occupés par la plage où se trouvent 3 montres molles et une dure. L'une est suspendue à une branche d'olivier. L'autre repose sur une forme blanche, à l'œil démesuré et fermé. Celle-ci, allongée sur le sable, n'est autre qu'une représentation déformée de l'autoportrait du peintre. Enfin, les 2 dernières montres reposent sur le bord d'un meuble, situé en partie hors champ, et dont seul un angle est visible dans le coin inférieur gauche. Aucune de ces montres n'indique la même heure. Des 2 dernières, l'une est molle et est surmontée par une mouche, insecte volant, est lié à un sentiment positif chez Dalí. La dernière est la seule rigide et la seule peinte dans une couleur chaude, orangée, se démarquant nettement des autres aux tonalités bleutées froides. Retournée et masquant l'heure, elle est infestée de fourmis, symbole de mort et de décomposition. Pour lire la toile, le regard monte. Le point de vue du spectateur est à la limite de la zone lumineuse. La ligne d'horizon est haute, montrant la scène en légère plongée. Elle est en pleine lumière, contrairement au premier plan, plongé dans la pénombre, comme en contre-jour. Si l'on applique la théorie des 3 tiers au tableau, la zone lumineuse est juste au-dessus de la ligne de force supérieure, et les montres molles sont proches des points d'intersection de ces lignes. La toile est composée sur la diagonale allant de gauche à droite. Les principales lignes directrices vont dans ce sens. Celle du meuble au premier plan, la branche de l'arbre mort, les aiguilles de la montre, mais aussi la ligne virtuelle reliant un rocher noir derrière l'arbre à une pierre blanche au bord de la zone lumineuse. Toutes ces lignes guident le regard vers la zone supérieure droite, la plus éclairée par la seule source de lumière provenant d'en haut à gauche. Salvador Dalí va utiliser dans ce tableau un contraste fort entre les couleurs chaudes et froides, en employant l'opposition des couleurs complémentaires. Couleur froide du ciel, de l'horizon marin et des montres molles, couleur chaude des falaises, du sable et de la montre retournée. Dans ce tableau, Dalí évoque la fuite inexorable du temps avec sa conclusion fatale. Mais il semble aussi indiquer une possibilité d'espoir par la zone lumineuse en haut à droite. Comme souvent avec les œuvres surréalistes, le titre
suggérant une stabilité, la persistance de la mémoire, est en opposition avec l'image représentée.